il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Jack Manga éclairé. Jack Manga désormais sous la lumière. Le cas pour 14 autres localités dans le monde. Le Conseil de l'entente est passé par là. Soutien au chantier du gouvernement. La HAC à Ngotchan avec une centaine de journalistes. C'est une session ouverte ce matin sur la prévention des conflits et violences, la protection des droits de l'homme et de l'enfant. On en parle ce soir dans cette édition. Et puis musique, King Messon devant un public VIP à l'hôtel 2 février. Dans ses bras, le 9e bébé d'Enigma. C'est le titre de cet album dédicacé samedi soir. Nous irons au concert dans ce journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord, cette information en rapport avec la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Faure Sazimna Gnassingbé, a reçu ce lundi M. Jean-Yves Olivier, président de la Fondation France-Brazzaville, et le juge Jean-Louis Brugière, membre de cette même fondation. Les échanges ont porté donc sur l'organisation à Lomé les 6 et 7 décembre 2019 d'un sommet de 7 chefs d'État qui signeront dans le cadre de l'initiative de Lomé un engagement solennel de faire prendre par l'Afrique les premières mesures concrètes sur la lutte contre les faux médicaments et la criminalisation de ce trafic qui tue 900 000 Africains annuellement. L'industrie des faux médicaments représente en Afrique 30 à 60% des médicaments mis en circulation selon l'OMS. Une des raisons de la croissance de ce trafic en Afrique est l'absence dans de nombreux pays d'une législation le criminalisant. En réponse donc à cette situation et suite à la réunion de Marrakech en juin 2019 qui a rassemblé des experts africains et internationaux, la Fondation Brazzaville a lancé l'initiative de Lomé sous l'impulsion des chefs d'État du Ghana, du Congo, du Niger, de l'Ouganda, du Sénégal et du Togo. L'initiative de Lomé devra donc, dans le prolongement des années, des actions menées par la Fondation Chirac, permettre notamment d'introduire de nouvelles législations visant à criminaliser le trafic de faux médicaments, de mettre en place des mécanismes appropriés au niveau national afin d'assurer une application vigoureuse de la législation pénale visant à réprimer le trafic et d'encourager d'autres États africains à se joindre à cette initiative. La gestion de l'argent public. La Cour des comptes du Togo et 4 autres cours des comptes du continent veulent mieux jouer leur rôle de contrôle. Une session sur les meilleures pratiques est ouverte ce lundi à Lomé. En quoi vont consister justement les éléments nouveaux de l'approche? Apprend donc les précisions de Ekwesala. Cet exercice pour permettre aux délégations des 5 cours de compte présentes au Togo de connaître les aspirations des unes et des autres. Et le ton est donné aux assises de Lomé consacrées à la planification du soutien externe et la rédaction des propositions de projets des cours de compte susceptibles de susciter l'adhésion des partenaires au développement. Au cours des 5 jours de travaux, les pays participants auront des éléments complémentaires en vue de la finalisation de leur plan stratégique. 2 choses importantes seront faites. D'abord, une revue des projets de plans stratégiques qui sont en cours d'élaboration au sein de ces institutions. Mais deuxièmement, l'identification des grands projets qui pourraient être soumis à l'attention de ceux qui sont des partenaires techniques qui voudraient venir en appui des ressources nationales de chacun de ces pays pour pouvoir aussi assister les cours des comptes. Mais bien évidemment, comme on le dit, c'est en appui des ressources nationales. Donc d'abord, chaque pays doit pouvoir, à la suite de l'élaboration du plan stratégique, donner des moyens substantiels au cours des comptes. Les partenaires veulent aussi, sur la base de cet engagement que l'État prendrait, apporter un soutien qui est technique et qui est financier sur certains aspects que l'État ne pourrait pas être en mesure de couvrir. À l'heure où le Togo mobilise des ressources pour la réalisation de son plan national de développement, sa Cour des comptes se félicite de la tenue de cette rencontre régionale. La Cour compte sur la contribution de ses assises dans le contrôle et la gestion des finances publiques. Qui dit mobilisation des ressources veut dire une confiance aux institutions. Et la première institution phare qui donne son avis sur la gestion des finances publiques, c'est la Cour des comptes. Il va sans dire que lorsque nous aurons, avec ces normes et ces projets, l'appui nécessaire, nous pourrons encore renforcer nos capacités en matière de contrôle juridictionnel et non juridictionnel, qui permettra même d'avoir un acquis, des prérequis
pour au moins aller dans le sens de cette mobilisation des ressources. La rencontre de Lomé répond également aux objectifs fixés par les pays concernés dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'aboutissement de près de 2 années de processus qui ont pris en compte 9 institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique. La cybersécurité, autre sujet évoqué ce soir. Le Conseil des ministres mercredi dernier en faisait cas avec la ratification de la Convention de l'Union africaine. On sait les menaces sont réelles. Qu'est-ce qui va changer avec la ratification de cette convention? Quels sont les efforts déjà consentis au niveau national? Les explications, Augustin Kossi. La technologie avance et avec elle des défis sécuritaires. On parle de la cybercriminalité. Le phénomène se ressent dans tous les secteurs d'activité et met à mal le développement socio-économique des pays. Le Togo entend se mettre à l'abri. Son dispositif légal sur la cybersécurité va bientôt être renforcé. Le Conseil des ministres autorise la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Ce projet de loi est destiné notamment à relever les défis sécuritaires intimement liés à l'évolution technologique et surtout à l'essor numérique. La ratification de cette convention dite de Malabo devra soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2018-2022. Et au moment où le Togo inscrit le numérique au cœur de son processus de développement, ce texte est essentiel au renforcement de son dispositif juridique et institutionnel. Il permettra également au pays de bénéficier de la coopération d'autres États. Ces partenariats se définiront prioritairement dans les domaines de transactions électroniques, de promotion de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité. Pour y parvenir, le pays ratisse large. Il a convenu avec le spécialiste polonais de la sécurité informatique ASECO de la mise en place d'une infrastructure, une agence dédiée à la cybersécurité d'ici à 2020. La première institution de ce genre en Afrique a intégré à son sein un centre d'opération de sécurité nationale, mais également une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique. La plateforme propose aussi des solutions informatiques et une stratégie globale en matière de cybersécurité. Le Togo se met au pas. Une autorité de sécurité et de défense des systèmes d'information est créée. Une autre agence nationale de cybersécurité et un fonds de soutien sont en vue. L'enjeu, lutter contre les menaces et risques inhérents à l'expansion du numérique. Direction maintenant Djakmanga, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, Djakmanga dans la préfecture de Meaux. Il vous souvient, eh bien c'était annoncé, eh bien ça y est, l'éclairage public, c'est désormais une réalité sur place. 14 autres localités en tout ont reçu des équipements et les infrastructures nécessaires. Un soutien du Conseil de l'entente au chantier du gouvernement. Les bénéficiaires, eux, n'en demandaient pas mieux. Un reportage d'Ézilé Aloy. Le gouvernement togolais progressivement multiplie des chantiers en amont et en aval pour conduire le pays vers son émergence. Le programme national de développement PND, un ambitieux programme pour faire décoller le pays. Ici, c'est des lampadaires et des kits solaires, un échantillon entre autres constaté des équipements solaires photovoltaïques implantés à Djakmanga pour reculer l'obscurité et fournir de l'énergie aux populations. Avant, on n'avait pas les moyens. On payait les torches, les lampions et livrer les cahiers des enfants, ça prend feu. Maintenant, l'arrivée de Bibos, nos enfants apprennent bien et à l'école, ils réussissent bien. Cette année, à cause de le projet de conseil de l'entente, nos enfants ont réussi à le peper au coup 100%. Et surtout, le conseil de l'entente nous a aidé bien. Dans mon école, ils sont 5 premiers du centre à cause de la lumière. Donc, je félicite le conseil de l'entente. C'est la phase 2 et 3 du projet d'électrification par kit solaire du Conseil de l'entente. Des équipements et infrastructures qui ont coûté 95 millions de francs CFA au bénéfice des populations de 14 localités, des préfectures de Meaux, de Kéran, de Bina, de Tandjouar et de Tone. Dans l'acquérance que ce projet nous a apporté comme plus
quand le village est éclairé, c'est ce qu'on disait que vraiment ça diminue le vol et puis la population est dans la sécurité. Et surtout au niveau du dispensaire, puisque le projet a mis en place un congélateur qui nous permet de garder nos vaccins à une bonne température. Ça aussi, ça réduit le coût des dépenses au niveau de la formation sanitaire. À Thônes, le projet nous a beaucoup apporté un soutien de la lumière. Et je suis très fier de ce projet et je remercie les bailleurs de fonds pour que ça soit continuel. 3 villages qui ont bénéficié de ce projet dans la Bina, à savoir Loro, Béadé et Barré. Et ce projet vraiment nous a aidés dans nos localités. Je remercie le Conseil de l'Entente pour nous avoir porté ce projet. Je remercie aussi le chef de l'État. Djarkpanga pour réceptionner l'ensemble des ouvrages. L'objectif visé, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées à travers l'accès aux services électriques. Un projet symbole de l'unité des pays membres du Conseil de l'Entente qui relance ses activités après les assises de Niamey au Niger. Nous sommes venus partager le bonheur de nos parents des 14 villages. Nous sommes retrouvés au cou pour partager leur joie. Mais ce que vous avez entendu des bénéficiaires eux-mêmes, ce qu'ils ont comme avantage avec l'électrification, ce qui m'a frappé, c'est le succès des enfants à l'école. Il y a d'autres avantages qu'ils ont cités, mais le succès des enfants à l'école, ça c'est quelque chose de remarquable. Donc l'idée, c'est d'amplifier, parce que ça c'est une opération pilote, avec le concours de nos gouvernements, d'amplifier le genre d'opération, pour que dans tout l'espace d'entente, tout le monde bénéficie de la lumière. Je crois que ce serait ça l'idéal. Le projet, une dynamique pour continuer l'extension de l'électrification rurale, un développement à la base depuis de l'émergence. Le projet a consisté à installer dans les ménages des kits solaires individuels, des kits qui ont une puissance de 50 watts pour les ménages. Donc avec cette puissance-là, ils ont accès à la lumière, ils peuvent avoir accès à l'audiovisuel s'ils le souhaitent. La puissance est largement suffisante pour qu'on puisse mettre une télé, une ventilo. Donc si un ménage le souhaite, donc il peut évoluer en installant d'autres équipements. Nous avons aussi équipé les centres de santé de panneaux solaires avec des frigos leur permettant de conserver les médicaments. Nous avons aussi installé un centre de loisirs. Tout ceci va dans la droite ligne de la politique du chef de l'État qui veut que les jeunes s'épanouissent. Voilà, donc globalement, c'est un succès du point de vue qualité des équipements installés, que du point de vue impact social au vu des témoignages des populations. Nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Faure Gaston Gnassingbe. Nous profitons aussi pour remercier le Conseil de l'Entente qui a bien voulu appuyer le Togo dans sa quête de l'atteinte à l'accès universel à l'énergie. La CET et l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables AT2ER ont exécuté le projet aujourd'hui matérialisé qui change le quotidien des populations, améliorant ainsi leur cadre et conditions de vie. Progressivement et sûrement, toutes les localités en bénéficieront d'ici peu. La santé maintenant avec les opérations de vaccination dans la zone afro délimitée par l'OMS. Formule revisitée, la nouvelle approche fait l'objet à Lomé depuis ce matin d'une rencontre. Chaque pays devra tout de même l'adapter à ses réalités pour plus d'efficacité. Les précisions de Lucassi. Un enfant sur 5 échappe encore à la vaccination en Afrique. Les multiples épidémies de rougeole, de polyvirus dérivés de souches vaccinales témoignent de l'existence encore des franges de population non couvertes par la vaccination. Une situation remarquable malgré la mise en œuvre de l'approche atteindre chaque district ACD dans la région africaine de l'OMS Afro. Les pays de l'Afro sont à Lomé pour adapter l'approche ACD révisée en 2017 à leur réalité.
Ceci en vue d'une mise en œuvre plus efficace qui devra prendre en compte l'équité et la durabilité de la couverture vaccinale. C'est d'utiliser le guide révisé et de le publier auprès des responsables nationaux du PEV afin qu'ils puissent se l'approprier, de l'adapter à leur contexte pour avoir des guides qui sont réellement très taillés sur mesure pour chaque pays et rentrer dans leur pays afin de les mettre en œuvre pour augmenter la couverture vaccinale et atteindre les cibles qui sont déjà fixées et même les dépasser pour que tous les enfants puissent avoir accès aux services de vaccination et que donc nos programmes élargis de vaccination soient très performants. Non seulement la vaccination sauve des vies, mais elle contribue aussi à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Et en la matière, le Togo a fait de progrès considérables. Les progrès en matière de vaccination ont été énormes au Togo ces dernières années. Par rapport à 2001, le taux est passé de 40% à plus de 80% en 2001. Donc ça est passé au double. Mais il reste encore des efforts à faire. Et c'est pour cela que dans le programme national de développement et aussi dans les stratégies sectorielles en matière de santé, il est envisagé qu'on puisse mieux améliorer le taux de couverture vaccinale ici au Togo. À l'issue des 5 jours d'échange, les participants seront définis sur l'évaluation de la couverture vaccinale, l'équité et les lignes directrices pour la planification ainsi que l'utilisation de l'ACD révisé. L'actualité, c'est aussi la signature ce lundi d'un accord d'établissement entre le gouvernement togolais et la communauté Sainte Camille. L'association, déjà présente au Togo depuis 4 ans, déjà pourra étendre davantage ses activités en faveur des malades mentaux. Augustin Kossi pour les précisions. Comment tu vas, mon frère? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Ligoté, enchaîné et parfois même oublié. Pourtant, ces malades mentaux peuvent encore avoir une vie normale. Grégoire y croit et s'y consacre il y a plus de 35 ans. Il recense les malades, leur accorde une attention soutenue dans ces centres d'accueil. Présent au Togo depuis 2015 avec sa communauté Saint-Camille de l'Hélice, il signe ici avec le gouvernement un accord de siège. Lorsque vous arrivez dans un pays, la première chose, si le gouvernement n'est pas au courant de ce que vous vivez, de ce que vous faites, c'est pas logique. Et le gouvernement du Togo qui aujourd'hui, en signant cet accord de siège, je pense que c'est une grâce. Ce sont des gens qui arrivent, mais la première chose, il faut les aimer, il faut les considérer d'abord comme des personnes avant de savoir comment les aider pour les sortir de leur maladie. Après cet amour, ils doivent prendre des médicaments, ils doivent être suivis comme tout homme, ils doivent manger. Cette année, il y a 4 Togolais, 4 malades, d'autres qui étaient dans les chaînes qu'on a envoyés en formation d'infirmiers diplômés. Donc, il faut leur donner leur place. Au Togo, la communauté Saint-Camille de l'Hélice dispose d'un centre d'accueil à Zoti, à Kbalimé ainsi qu'à Sokone. Un engagement dont la noblesse est saluée ici par le gouvernement. On a souvent peur des malades mentaux. Nous avions des préjugés sur les malades mentaux. Mais le frère Grégoire, cet homme, a reçu cette grâce de Dieu d'assister ces malades. Et il le fait très bien. Le gouvernement togolais est reconnaissant pour ce travail immense que vous êtes en train de faire et vous remercie pour cela. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas hésité un seul instant de vous accorder aujourd'hui cet accord de siège entre la communauté Saint-Camille de l'Hélice et le gouvernement afin de vous aider à continuer à aider les malades mentaux, à continuer à aider les pauvres dans notre pays, le Togo. Créée en 1980, la communauté Saint-Camille de l'Hélice est présente aujourd'hui dans 4 pays de l'Afrique occidentale, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. Plus de 100 000 malades mentaux y ont déjà retrouvé la guérison et réinsérés dans la société. D'autres pensionnaires attendent encore. Ils sont plus de 150 000 à travers les 4 pays.
La prévention des conflits et violences, la protection des droits de l'homme et de l'enfant sous la plume du journaliste. Quel traitement à faire dans nos sujets, dans nos articles? Ils sont plusieurs journalistes, une centaine au total, réunis à Ngotchin. 3 jours de formation sur la thématique. C'est la HAC qui organise, le PNUD finance le démarrage des travaux ce matin. Gérald Agoutou. Les périodes de crise ou encore de conflit sont souvent marquées par la violation des droits de l'homme et surtout la vulnérabilité physique et psychologique des enfants. Et la presse a un rôle prépondérant à jouer en vue de préserver la paix et la cohésion sociale. À cette rencontre avec les organes de télévision, de radiodiffusion, de presse écrite et de presse en ligne, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et ses partenaires, notamment le PNUD et l'UNICEF, entendent renforcer les médias dans leur engagement de prévention des conflits et violences, de protection des droits de l'homme et de l'enfant. Le Togo a entamé un nouveau virage dans son processus de développement. Et on ne peut pas parler de développement sans paix. C'est la raison pour laquelle le PNUD, dans son programme quinquennal qui a démarré cette année avec le gouvernement, a fait de ce volet renforcement de la paix, prévention des conflits, un des axes majeurs sur lesquels nous intervenons. Nous accompagnons la HAC parce que nous savons que le rôle de la presse est un rôle extrêmement important. Ça peut aller dans le bon sens comme ça peut aller dans le mauvais sens. Donc cette formation devrait permettre aux professionnels des médias de bénéficier de plus de capacités, de plus d'informations, de plus d'outils. C'est une occasion où chacun, avec ses expériences, partage avec l'autre ce qu'il connaît en la matière. Et donc je crois que la présence à Ngotchin nous permettra chacun à son niveau de partager ses expériences par rapport à la prévention des conflits et des violences et à la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Le président de l'instance de régulation des médias au Togo s'est réjoui de cette mobilisation autour du projet. Occasion de relever l'importance de ces travaux, surtout qu'en 2020, les Togolais iront aux urnes. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. C'est pourquoi, dans la collecte, le traitement ou la diffusion de l'information sur l'actualité politique, sociale, culturelle, vous devez, mesdames et messieurs les journalistes, respecter les règles déontologiques et éthiques afin que vos productions ne soient pas à l'origine de troubles, de conflits et d'actes qui constitueraient une menace pour la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Vous serez appelés à revisiter les règles qui régissent la profession en insistant sur la responsabilité sociale du journaliste et son rôle dans la promotion des vertus de paix, de dialogue et de protection des droits de l'homme et de l'enfant. Je ne finirai pas mes propos sans aborder une phase importante de notre séminaire, à savoir l'examen et l'adoption d'une charte des médias pour la prévention des conflits et violences et la protection des droits de l'homme et de l'enfance au Togo. Cette charte devra décliner une série d'articles, de messages et d'émissions que les médias s'engageront à produire et nous voudrions compter avec l'appui de nos partenaires. Cette charte fera l'objet d'une signature par toutes les organisations professionnelles de la presse à Lomé. Cette rencontre de 3 jours a regroupé les professionnels des médias venus des régions maritimes et plateaux. Elle se tiendra également dans les autres régions à l'intérieur du pays pour faire de la presse un vecteur de promotion de la paix et de la cohésion sociale au Togo. La journée de la jeune fille, c'était vendredi 11 octobre dernier. L'apothéose de cette année à Kara, les manifestations ont eu lieu au Palais des Congrès. Le message, une planète 50-50, le récit de Nestor Boussou. Au cours de sa 89e séance plénière du 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 66-170 instituant le 11 octobre comme journée internationale de la fille. Objectif, attirer l'attention de tous les acteurs et en particulier les gouvernants sur les droits des filles ainsi que les discriminations et les inégalités dont elles sont victimes. Le Togo a célébré cette journée du 11 octobre. Le Palais des Congrès de Kara a accueilli l'apothéose de la célébration. Les femmes qui ont atteint des sommets dans leur parcours ont été invitées à partager leur expérience avec les filles.
Le partage d'expérience consistait en même temps à donner une motivation aux jeunes filles pour qu'elles aient un repère. Le message, c'est que la jeune fille bosse, qu'elle travaille bien pour relever le défi, celui du développement radieux. Nous avons essayé de passer en revue notre parcours, juste pour montrer aux jeunes filles ce par quoi nous sommes passés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous leur avons dit, il faut faire attention à ces histoires de WhatsApp parce que quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Et nous avons dit, quand les filles sont devant, ça entraîne aussi les garçons. Et c'est comme ça qu'on fera un monde égal. Plusieurs études montrent qu'à travers le monde, les filles font face à des difficultés qui mettent à mal leur éducation. Les estimations de l'UNICEF en 2018 révèlent qu'une adolescente sur 4 âgée de 15 à 19 ans n'est ni employée, ni scolarisée, ni nantie d'une qualification professionnelle. Par contre, chez le garçon de la même tranche d'âge, la proportion est de 1 sur 10. C'est ce qui justifie le choix du thème national, à savoir l'instruction et la qualification professionnelle, voie incontournable pour l'épanouissement de la fille. Ce thème, dans la dynamique du PMD, notamment en son effet 5 de l'axe 3, est une opportunité pour inviter tous les acteurs à intensifier leurs actions en faveur de l'éducation et de la formation des filles. Elles pourront ainsi développer leur plein potentiel et être capables de se tailler une place dans le monde du travail en perpétuelle mutation sous l'influence des nouvelles technologies. C'est par ce moyen que nos filles deviendront des actrices qualifiées et accomplies, prêtes à participer pleinement au processus de développement de notre cher pays. Pour couronner cette apothéose nationale de la célébration de la Journée internationale de la fille, les filles élèves de la région de la Kara qui se sont illustrées par leur travail à l'examen du BPC 2018-2019 ont été honorées. Au nombre de 47, chacune a reçu une récompense en enveloppe financière. Date le 15 octobre et c'est la journée de la femme rurale et ces femmes d'autres villages et campagnes qui se battent au quotidien. Demain, eh bien, elles sont célébrées. La ministre en charge de la promotion de la femme appelle à une attention particulière pour ces battantes. L'essentiel du message, Chazim Nabaga. Mettre en lumière les efforts des femmes rurales dans le développement agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté, c'est le but recherché par les Nations Unies en instituant en 2007 la Journée internationale de la femme rurale. Le Togo adhère à la démarche et organise chaque année des manifestations le 15 octobre. Pour cette édition, les plus hautes autorités ont décidé de mettre l'accent sur l'accès des femmes rurales aux moyens de production pour un développement inclusif et durable. Les réflexions autour de ce thème permettent d'intensifier les actions de plaidoyer, de lobbying et de sensibilisation pour plus d'accès des femmes rurales aux moyens de production, notamment la terre, le crédit, la technologie et les intrants. C'est dans ces conditions que les femmes du monde rural contribueront plus efficacement à l'atteinte des objectifs du plan national de développement. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale est une occasion pour le Togo de faire l'état des lieux, des différentes actions menées, d'identifier les défis qui restent à relever et de mettre en place des stratégies adéquates. Il s'agit entre autres du renforcement de l'arsenal juridique pour un meilleur accès des femmes à la terre, de l'amélioration de l'accès des femmes rurales au microcrédit, de la création des centres de formation, de développement agro-pastoral et de l'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes. Pour ce faire, je lance un appel à tous les acteurs pour plus d'actions visant l'accès de cette frange importante de la population
à davantage de moyens de production. L'apothéose des manifestations cette année est prévue le 15 octobre à Agou-Gadjepé dans la préfecture d'Agou. 12 groupements de femmes de la préfecture vont recevoir à cette occasion un appui en équipement agricole. Et sachez dans la foulée que les acteurs du secteur carité du Togo ont désormais le fêtière national. La Fédération inclusive de carité du Togo, FECATO, coopérative avec conseil d'administration porté sur les fonds baptismaux. C'est à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue les 10 et 11 octobre dernier à Kara, Nestor Moussou. Assemblée générale constitutive de la Fédération inclusive du carité du Togo, FECATO. Cette assemblée générale est l'aboutissement d'un processus de réorganisation de cette filière, entreprise depuis plus de 2 ans par la STK, Société togolaise de carité. Elle constitue aussi la suite de la formation des coopératives et des unions régionales des acteurs du secteur carité, conformément à l'acte uniforme de l'OADA. Les travaux de l'Assemblée générale ont consisté à l'adoption des statuts et règlements intérieurs et à la mise en place du conseil d'administration. Madame Elisabeth Palichala, pionnière dans la réorganisation du secteur carité avec la Société togolaise de carité, a été portée à la tête du conseil d'administration de la FECATO. Cette date du 11 octobre 2019 rentrera dans l'histoire comme le jour où le secteur carité est officiellement hissé dans la région des grandes fêtières nationales, cheville ouvrière de la croissance économique de notre cher pays, le Togo. Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à défendre les intérêts de notre grande famille et de tous ses membres dans la dynamique des efforts consentis par le président de la République pour gagner le pari de l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural. Au moment où le gouvernement togolais s'active dans la mise en œuvre du plan national de développement, votre volonté à vous mettre ensemble dans cette fêtière est à saluer car vous constituez un maillon important du PND, notamment en son axe 2. C'est féliciter le préfet de la COSA qui a présidé l'ouverture et la clôture de l'Assemblée générale de la FECATO. Étant donné que toutes les coopératives doivent fonctionner sur la base de l'acte uniforme de l'OADA, les unions régionales et les sociétés coopératives simplifiées de la FECATO ont été immatriculées. Les documents d'immatriculation ont été remis aux responsables de ces entités à la fin des travaux. Un mot de l'actualité à l'étranger, la Tunisie, la présidentielle de droite, de gauche, et bien le peuple a voté Kaïd Saïd, le candidat indépendant, juriste de formation, a été très largement élu, vote hier dimanche avec plus de 70% des voix selon les sondages à la sortie des urnes. Une victoire devant l'homme d'affaires Kabil Naroui. Des milliers de Tunisiens ont ensuite envahi le centre-ville pour un rassemblement jamais vu depuis la Révolution. Cela dit, retour chez nous au Togo, on termine sur la musique avec le 9e bébé de King Messan, Deniba et bien, c'est le titre donc de ce 9e album. L'artiste, le roi de la musique togolaise, a célébré samedi donc Deniba, sorti à l'hôtel 2 février devant un public VIP. Le concert, le récit, Bénédicte Aleke, Auguste Sankossi. Le décor pour la circonstance a été majestueusement dressé, le tout bien concocté pour accueillir le roi de la musique togolaise, King Messan. Et le roi s'est levé. Avec lui, le public. Comme un seul homme, muni de fanions, ils ont célébré la culture togolaise à travers Deniba, le nouvel album de King. Dans cet opus de 10 titres, ni la démarche, ni le timbre du roi n'ont changé. Il explore les sonorités du terroir et son message est le même. Toujours le message de courage, le message de ne pas jeter l'éponge. Je fais partie des gens qui disent c'est sur le ring qu'on jette l'éponge, mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on donne, il faut toujours continuer le combat. Je parle de Deniba parce que je parle de notre terre. Je me dis il faut qu'on revienne ici. Il est temps aujourd'hui qu'on donne le nom, qu'on donne nos noms à nos enfants, qu'on enseigne le Togo aux Togolais, qu'on enseigne l'Afrique aux Africains. Ici, c'est toute la carrière de celui qu'on surnomme affectueusement Papa Vie qui est célébrée. Un répertoire bien garni, un voyage à travers ses 20 ans de carrière.
on a juste passé une très bonne soirée. Et puis, on lui souhaite encore bon vent. C'est une soirée inédite de King Messa, comme il sait bien le faire. Il nous a encore séduit ce soir. De Sessimé, Madjo à Denigban, King force l'admiration. Autour de lui, la jeune génération. Et le roi est chanté sur divers vocables. Ça aujourd'hui pour moi reste une leçon pour nous les jeunes artistes. C'est de l'endurance. Le fait d'avoir perduré dans le temps, pour nous, surtout les artistes, est une grande leçon à retenir aujourd'hui. Et puisqu'il s'agit du 9e album, le disque est vendu à prix d'or, 900 000 francs CFA. Aujourd'hui, on ne peut plus renvoyer un enfant de l'école à cause des frais de scolarité. C'est tout ça qui nous a motivés et nous avons voulu accompagner l'action de King Messa en faveur des orphelins et des enfants des milieux défavorisés. King Messa est aussi fondateur d'un orphelinat. Les fonds récoltés à ce concert dédicace vont servir à nourrir 1000 enfants pour les fêtes de fin d'année. Le ministre en charge de l'agriculture appelle à manger autrement et bien. Quand on parle de 400 000 Togolais, c'est des situations d'obésité, c'est des situations de malbouffe en général, c'est les ABC qui aujourd'hui commencent par devenir des situations courantes. Il est souhaité d'organiser au Togo une journée de l'alimentation qui est normalement le 16 octobre autrement. Pour le Togo cette année, nous avons voulu accompagner 1000 femmes et jeunes dans une démarche innovante de développement de leur entreprise par des outils du numérique avec des équipements pour la coproduction. C'est donc une invite aux sponsors à agir pour l'avenir, pour une alimentation saine. Et voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ngotchin. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée.